Alors bonsoir à tous, merci d'être présents malgré le contexte un petit peu particulier. Je vais passer la parole à Yves Fontane qui est adjoint à la culture et ensuite on découvrira le parcours de monsieur Marcel Rosier. Donc ce soir nous avons le plaisir d'accueillir monsieur Rosier qui va nous parler de son métier mais surtout de sa passion, je crois. Mon parcours. Avant tout, il faut aimer les bêtes. Si on n'aime pas les animaux, on peut pas faire de compétition, on ne peut pas faire de promenade, on peut pas visiter la nature avec un cheval. Savoir le penser, le nettoyer, le mettre bien propre, en faire un copain. En réalité, c'est ça. Bon, c'est pour vous dire que c'est une passion. C'est un sport à deux. C'est très difficile parce que je connais bien tous les sports, parce que j'ai eu la chance de rencontrer tous les sportifs de haut niveau, quelle que soit leur discipline. Mais le cheval, c'est vraiment très spécial. Si vous n'êtes pas bien dans votre peau, on le transmet. Vous rentrez sur la piste, on va parler des grands concours, des Jeux Olympiques par contre. Vous rentrez sur la piste, dans un stade olympique, déjà ils traversent la piste en tartan où travaillent les autres sportifs, pour aller sur le terrain en herbe au milieu, rien que ça me perturbe. Il faut le faire rentrer en lui disant « T'es mon copain, t'es en confiance ». On rentre sur la piste et le cheval il se stresse un peu, il est inquiet. Et là on n'a pas une minute, on a 30 secondes pour arriver à le décontracter. Le fait qu'on le connaît bien, on le décontracte 2 secondes, on vous donne le coup de cloche et vous avez 30 secondes pour prendre le départ. Et quelquefois le cheval il est tendu et vous ne savez pas comment faire. Mais il faut prendre le départ. Donc on a quelques dixièmes de seconde pour le remettre en route. Et souvent le premier obstacle est assez compliqué. Et à fur et à mesure, le cheval se détend et il se décontracte et il vous donne tout ce que vous lui demandez. C'est un peu ça le haut niveau. Bon, je parlais pour moi, ce qu'il faut, c'est avoir beaucoup de sang-froid. On voulait un petit peu connaître le contexte familial, savoir un petit peu dans quel milieu vous avez grandi, pour comprendre en fait comment est née cette vocation. Ok. Je suis un garçon né à la campagne. Vous avez une photo là-bas où je suis sur un poney. C'est chez mon père, tout en haut, au milieu. Une petite ferme de 40 hectares. Mon père, on a une famille de 7 enfants. Je suis le seul qui monte à cheval. C'est comme ça. Mon père était militaire, il était cavalier à l'armée. Il a été l'ordonnance du général de Gaulle à cheval. Parce que de Gaulle n'aimait pas les chevaux. Je l'ai appris parce que j'ai eu la chance de le rencontrer et il me l'a expliqué un peu. Et mon père faisait son service à Trèves, en Allemagne, et il s'est retrouvé avec le général de Gaulle, et il est devenu son ordonnance à cheval. Voilà. Bon, j'en passe, parce qu'après, on en parle pendant des heures. Mais bon, mon père adorait les chevaux. Il était marchand de bestiaux, dans une petite ferme. Et à l'époque, il n'y avait pas les moyens de transport d'aujourd'hui. Moi, je sortais de l'école, j'avais 10-12 ans. Mon père venait me chercher pour emmener des vaches sur les champs de foire. L'école, ce n'était pas vraiment ma passion. C'est obligé, lorsque vous êtes tout petit et que vous êtes entraîné par votre père avec les chevaux dans les prés, les vaches, tout ça. Et j'ai fait tous les champs de foire de la région. Je suis de la région de Bourg-en-Bresse. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent, mais on mange très bien. Vous êtes d'accord, hein? Le poulet à la crème, c'est renommé. Et on faisait, avec les vaches, je partais, je ne sais pas, 3-4 heures du matin, on faisait 15 km, peut-être 20 quelquefois. Parce qu'on habitait dans un petit pays qui s'appelle Saint-Étienne-sur-Chalaronne, où d'ailleurs j'ai vu une photo où, c'est ici, ils ont fait un terrain de sport qui porte mon nom.
pas uniquement l'équitation, mais c'est un terrain de sport. Ça s'appelle Espace Loisirs Marcel Rosier. C'était très gentil de la part du maire de Saint-Étienne. Et voilà, donc j'allais pour aller à l'école, on allait à pied bien sûr. À cette époque-là, il n'y avait rien d'autre. Et on était à 3 km 500 de l'école. Tous les jours à pied. Mais moi je me débrouillais bien parce que il y avait un maréchal Ferrand pour emmener les chevaux à la ferrure. Il ne se déplaçait pas à l'époque. Il fallait aller chez le maréchal Ferrand dans le village. Donc moi je me débrouillais toujours à emmener un cheval où je montais dessus. J'avais 10 ans et j'allais à cheval. Alors je dominais un peu le tout. C'est vrai que c'était passionnant, mais bon, j'étais quand même privilégié. Et ensuite, j'ai commencé à monter sur des chevaux dans les prés, mais comme ça, sans aucune équitation de base, rien du tout. Et un jour, mon père m'a emmené aux courses. J'avais 12 ans. Et à l'époque, il fallait avoir 12 ans pour avoir le droit de monter. Et chaque fois que je passais à la balance, parce que vous savez, il faut vous peser dans les courses, et à l'époque, c'était des balances avec une aiguille au milieu, assise sur un côté, enfin bref. Et j'avais à peine 12 ans. Et mon père était derrière, et le juge disait, quel âge vous avez, mon petit? Je disais, mon père faisait signe derrière, 12. Parce que sinon, je ne savais pas pouvoir aller aux courses. Et j'avais une jument que mon père avait trouvée, et je gagnais toutes les courses. Chaque fois que je partais, je gagnais. Et je rencontre plein de mes amis dans la région là-bas qui montaient à l'époque avec moi. C'était des courses d'amateurs, qui sont devenus après gentleman rider pour les gens qui connaissent un peu le truc. Et voilà, et puis tous les dimanches, j'allais aux courses. C'est un boucher du coin qui emmenait mon cheval dans son petit camion, et j'allais aux courses partout. Cluny, Charolles, Mâcon, Châtillon-sur-Chalaronne, toute cette région-là, qui est très belle d'ailleurs. Et puis voilà, le virus m'a pris, mais je continue à aller sur le champ de foire avec mon père. Et un jour, bon, il faut travailler à la ferme, il faut couper le blé, ramasser les betteraves, tous ces trucs-là, je l'ai fait. Couper le blé à la four, je l'ai fait. C'est pour ça que quand j'ai du personnel chez moi, souvent ils m'expliquent, je dis non, m'explique pas, je ne peux pas voir comment on va faire. Mais bon, je ne suis pas meilleur qu'un autre, mais c'était une passion. Et un jour, j'avais 17 ans, j'aimais bien sortir le week-end, mais le week-end, il fallait ou ramasser le foin, ou le blé, ou des choses comme ça. On faisait un peu la gueule, hein, les enfants. Avant d'aller à l'école, il fallait enlever le fumier, des vaches et tout ça. J'ai vraiment passé à la base, complète. Et un jour, je dis à mon père, moi je vais aller travailler à l'usine. Ce que j'aurais dit à mes fils aujourd'hui, bah vas-y. Parce que quand vous êtes élevé à la campagne, puis un seul coup, il faut aller à l'usine, je suis allé dans une usine où on fabriquait des chaises pliantes, des tables comme ça, qui sont redevenues à la mode, avec les lames de bois. À Toissay dans l'Ain. J'ai travaillé 6 mois là. Mais comme je sortais beaucoup le week-end, le lundi matin, j'avais vraiment la tête dans la farine. Il fallait. Alors j'avais toujours un chef qui était très sympa, il m'a dit, je remets que tu as été couché très tard, dors dans le coin, va tranquille. Mais c'est des bons souvenirs. Et ensuite, je suis parti travailler dans une autre usine, à Pontainevaux, entre Mâcon et Lyon, une usine de farine. Pour bovins. Ça s'appelait A6000. Et là, on a fabriqué on a lancé les aliments pour les chiens. On avait à peu près 50 lévriers, et moi j'étais dans les concentrés, pour les mélangeuses, tout ça. Et on faisait aussi des aliments pour les poissons. Et un jour, on s'est gouré dans le concentré, le lendemain matin, toutes les carpes étaient à l'envers. Parce qu'il y avait une grande main, enfin bref. C'est des histoires qui me sont arrivées, mais ça rappelle que des bons souvenirs. Et voilà. Et puis après, un jour, je dis à mon père, moi je veux monter à cheval. Mais j'ai aucune notion. J'ai 18 ans. J'ai aucune notion. Si, j'ai monté en course, mais j'ai pas de degré, j'ai pas d'examen, j'ai rien. Et il me dit, je vais monter en course. Il m'a emmené à Moulins,
chez un entraîneur de chevaux de course. Il m'a présenté, et c'est le premier garçon qui m'a reçu. Il m'a dit, oh là, il va être grand, il aura des grosses mains, il va être trop lourd pour faire des courses, ça va pas aller. Il faut aller dans le trot. Moi, le trot, je connais rien du tout. Il dit, il y a une bonne maison à la Guerche. Je vais à la Guerche dans une écurie de trot, avec un monsieur qui était cheval à 100%. Il m'a appris à soigner les chevaux, tout ça. Et il m'a pris en considération. Un jour, il est venu courir le Prix d'Amérique à Vincennes. À l'époque, c'était comment ça s'appelle, Joinville-le-Pont, les écuries de course. Et je suis venu dans une petite remorque, derrière une voiture, une grosse bagnole. À l'époque, c'était une Oskitch, je crois, je ne sais plus, je ne me souviens plus du nom. Et derrière, il y avait un petit banc, à une place, c'est pas large, avec le cheval dedans, qui venait courir le Prix d'Amérique. Et mon patron m'a dit, tu te mets dans le petit banc. Je ne sais pas si vous voyez, la Guerche, Joinville, pas d'autoroute, hein, tout le long. Je suis arrivé, je crois que j'avais le vertige. Il m'a dit, bon, mon petit gars, tu vas dormir avec le cheval. C'était la veille. J'ai dormi dans le box, dans une couverture. C'était le Prix d'Amérique, c'était au mois de mars, avril, un truc comme ça. Enfin bref. Et on est deuxième du Prix d'Amérique. Le cheval s'appelait Iskanderef. Et j'ai appris beaucoup. Et puis quand je suis rentré, je lui ai dit, monsieur, moi je veux monter. J'ai envie de monter. Il m'a dit, je connais une maison à Fontainebleau. Le monsieur s'appelle Tarot. Il me dit, tu vas trouver ta vie là-bas. Et voilà l'histoire, comment je suis arrivé ici. C'est comme ça que vous êtes devenu un Baco. Et je suis devenu Baco. Et j'avais une 4 chevaux. Il n'y avait pas d'autoroute. Hein. C'était en 46, 36, 46, 56, pardon. 56, j'avais 20 ans. Quand je suis arrivé ici avec ma 4 chevaux, je vois Madame Parot. Moi j'aimais bien m'habiller propre, tout. On me dit, ouais, non, c'est pas du. Vous savez, les grooms, à l'époque, c'était des merdes. Il n'y a pas d'heure. Non, ne vous inquiétez pas, j'ai pas perdu du travail. Et voilà. Et je me suis retrouvé à Bois-le-Roi. J'ai passé tous mes examens, premier degré, deuxième degré, troisième degré, monitorat, instructeur. J'ai passé tous mes examens, avec succès d'ailleurs. Et je travaillais avec M. Parot, qui était un homme de cheval, qui était très dur. Il fallait se lever à 5 h du matin, il fallait que la course soit balayée à 7 h. Point, il n'y avait pas à discuter. Et tout le monde prenait le petit déjeuner, les grooms, à la table avec lui. C'est l'écurie, on peut peut-être préciser, qui était rue de la République, je crois. Et j'étais 33 rue de la République. Oui, c'est une ferme qui a été transformée pour faire... le premier centre équestre était à Bois-le-Roi, c'est cette ferme-là. 33 rue de la République. Donc, je suis arrivé ici, je crois qu'ils avaient construit ça depuis une dizaine d'années. Et lui, il était passionné par les chevaux de course. Enfin, il faisait un peu tout. Mon beau-père, il chassait à court. Beaucoup de chasse, beaucoup de courses, beaucoup de leçons, de promenades. Et moi, il m'avait confié les élèves. Tous les petits jeunes, je les emmenais en forêt. Je n'avais pas de manège, rien. Et je partais avec 25-30 chevaux. On faisait que du pas. Comment ça s'appelle là-haut, la Marapia. J'allais jusque là-haut. Quand j'étais arrivé là-haut, j'ai fait demi-tour, je revenais tranquillement. Pour ne pas avoir de pépins, parce que quand vous avez 30 chevaux derrière vous, s'il y en a un qui part, tout le monde part. Et j'avais un cheval très malin, il s'appelait Mistral. Et quand j'arrivais en bas de la Solle, on descendait le rocher Caspo, là, j'arrivais vers la Solle, il y avait un peu de sable. Et cet animal-là, il se roulait tout le temps dans le sable. Il arrivait, il grattait, il se roulait. On ne pouvait plus le récupérer. Donc, conclusion, on pouvait faire que du pas et du trot. Parce que le cavalier, il était à pied, il ne pouvait plus le récupérer sur le cheval. Il était très malin. Ça, c'est bon, c'est des bons souvenirs. Et ensuite, j'ai commencé à... qui est devenu mon beau-frère, Hubert Parot, lui montait en concours. Il m'a dit, viens, on va sortir un peu les chevaux. Le père Parot n'était pas content, il avait tout cassé, et on sautait des chevaux. Et à cette époque-là, c'était pas moderne comme maintenant. Et on n'avait pas de terrain, où nous étions, on n'avait pas de terrain. Le père Parot louait la maison forestière à Bois-le-Roi. Et tout le terrain de la maison forestière, on entretenait et on mettait des obstacles là-bas.
mais pendant plusieurs années. J'ai même organisé des concours là-bas sur la maison forestière. Et voilà, et mon beau-père n'était pas tellement chaud pour ça. Et un jour, j'abrège un peu. Il voit que je fricote un peu avec sa fille. Et il m'a viré. Il a dit, ma fille se marie avec le palefrenier, ça va pas faire. Hein? Donc, il m'a cherché un peu la bagarre, bref, j'en passe, à sa manière. Et Hubert Parot, qui était à cheval, je lui dis, je m'en vais Hubert, ton père me vire. Il me dit, si mon père te vire, moi je m'en vais aussi. On part tous les deux. Et on est parti à l'Isle-Adam. Je ne sais pas si vous connaissez l'Isle-Adam, c'est dans l'Oise. Il y a un château là-bas, avec un monsieur qui avait une quinzaine de chevaux privés. Et il voulait un cavalier. Et il voulait Hubert Parot. Et Hubert a dit, moi je viens avec vous, je fais un contrat, mais j'ai un petit gars avec moi. Le petit gars, c'est toujours moi. Je n'avais jamais monté en concours, hein, mais je sautais des chevaux avec lui. Donc je deviens palefrenier là-bas. Mais en cachette, je venais quand même avec ma 4 chevaux, venais à Bois-le-Roi. Hein. Quand même pas exagéré. Et alors, on est comme ça, on part en concours hippique à Pau. À l'époque, pas de camion. On a pris le train à Tolbiac. Et moi, je suis dans le train. Gare de Lyon, à Tolbiac, Pau. Toute la nuit dans les wagons. C'est pas des wagons, comment dirais-je, fabriqués pour les chevaux comme maintenant, c'est des wagons à vaches. On s'est séparé d'une barre et puis une couverture. Et moi, dans la couverture, j'ai fait. Et c'était le mois de mars. Je vous ai dit qu'il faisait froid. J'arrive à Pau à 3-4 heures du matin. C'est un monsieur qui est venu débarquer mes chevaux, enfin bref. Hubert Parot monte en concours, le lendemain, il tombe, il se luxe une épaule. Il est à l'hôpital, il me dit, il faut que tu montes les chevaux. J'ai jamais monté. Je dis, je ne peux pas monter les chevaux. Je n'ai pas d'autorisation de monter, j'ai rien. Ils ont demandé au président du concours, ils ont téléphoné à la fédération, il n'y avait pas le portable, bien sûr, à cette époque-là. Et le lendemain, j'avais mon autorisation de monter. Et j'ai monté les 4 ans à Pau. Et je suis sans faute avec les 4 chevaux que j'ai montés. Et ma carrière a commencé comme ça. Voilà, j'abrège un peu parce que sinon ça serait trop long. Alors, tout à fait. Donc là, on vient de voir que vous passez de palefrenier, ensuite cavalier, et donc vous devenez ensuite, vous allez devenir expert justement en saut, saut d'obstacle. Et est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu, donc vous avez parlé d'une carrière un peu fulgurante, et c'est vrai que ça va vous amener jusqu'aux Jeux Olympiques, déjà des championnats en France. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit mot sur cette période-là? Vous savez, lorsque je suis arrivé ici, déjà les Jeux Olympiques, j'y pensais pas, mais pas du tout. Mais pas du tout, pas une seconde. Sauter les obstacles, peut-être. Donc j'ai commencé à sauter les obstacles, et rapidement, mais avant, pardon, je suis parti de l'Isle-Adam, je suis revenu ici. J'ai rencontré M. Parot quelque part, dans un concours, enfin, aux courses, et je lui ai demandé si je pouvais le voir. Et Hubert Parot m'a dit, n'y va pas, il va te casser la gueule. Il était très violent, c'était un monsieur très... Il ferrait ses chevaux, il bossait, il n'arrêtait pas. J'arrive ici le soir, ma future femme me voit passer, elle dit, n'allez pas. Il avait bu 2 Ricard, il était énervé, il m'attendait. Il était en train de faire un cheval. Et après, il m'a emmené dans sa maison. Il m'a dit, et je lui ai dit, voilà, je vois un peu votre fille, je lui ai demandé à ma fille. Il a tapé sur la table, il y avait 2 verres, ils ont explosé en l'air. Il m'a dit, il est hors de question. Je me suis dit, là, on n'est pas pour être s'entendre. Je me suis dit, il faut rester calme dans ce cas-là. Et puis, en discutant, et quel sera ton avenir, tout. Je ne parle pas du tout des Jeux Olympiques, j'ai jamais pensé à ça. Je dis non, j'ai des gens qui veulent me confier des chevaux et monter un peu en concours. Et puis voilà. Et je suis resté 2 jours après, je revenais travailler ici. Et je ne suis jamais reparti. Et je me suis marié. Ma femme, donc Christiane Parot, avait 18 ans, moi j'en avais 25. Et je me suis marié ici. Voilà le départ de mon histoire. Et ensuite, bien sûr, tous les propriétaires sont venus avec moi, ils m'ont confié des chevaux. J'ai un monsieur qui est venu me voir de Fontainebleau avec un pur sang. Ce monsieur s'appelait M. Tournafond, peut-être les gens qui l'ont connu.
Vous l'avez connu peut-être, oui. Tournefeu. Et il me dit, j'ai un cheval, un pur sang, je vais vous le confier, parce que vous êtes très adroit et vous allez faire le concours complet avec. Je suis allé en complet, j'ai gagné. Je fais la Barbizon, je sais plus, Amour, enfin bref. Et j'ai monté un peu en complet, et après je l'ai monté en concours. Et j'ai monté mon premier Grand Prix à Provins, sur la place de Provins. À l'époque, c'était Pierre Fitt, le maire, député maire, je crois. Hein. Et bon, je connaissais un peu, et j'ai gagné le Grand Prix là-bas, mon premier Grand Prix. Je l'ai gagné. Donc j'avais certainement un don comme ça, un peu naturel quand même. Et ça a commencé comme ça. Les gens m'ont confié des chevaux, ils ont acheté des chevaux, ils les ont confiés. Et j'habite toujours 33 rue de la République. Hein. J'habite là, j'ai ma maison là. Donc je me suis marié, mes 3 enfants que vous voyez là-bas, ils sont nés ici, tous. Philippe l'aîné. Et je commence ma carrière. Un jour, je viens à la mairie, je viens voir monsieur Le Sourd. Je dis, écoutez, il y a des terrains, je ne sais pas qui c'est, on regarde le cadastre, 40 propriétaires. Il m'a donné des adresses, et j'ai envoyé un courrier au propriétaire. J'ai eu aucune réponse. Aucune. Bon. Je continue à couper les genêts, à mettre un obstacle par-ci, par-là. Et un beau jour, je reviens à la mairie, et je ne me souviens plus comment s'appelait la dame qui était au cadastre. J'ai dit, donnez-moi les adresses, et je suis allé, j'ai cherché les téléphones, j'aurais téléphoné, là je rentrais des Jeux de Mexico, 68. Et je les appelais, ah, M. Rosier, venez demain matin. Alors je venais de bonne heure, bien sûr, à 7h du matin. Je venais à 7h du matin, et on buvait un petit café, et puis certains, un petit calvin, ils me disaient, moi je ne buvais pas de calvin, vous savez, je monte en concours, je ne peux pas boire d'alcool comme ça. Et j'ai acheté les terrains comme ça, petit à petit. Je suis allé, ben c'est les terrains que vous voyez là, 42 fois chez le notaire. Et j'ai mis 10 ans. Pendant 10 ans, je n'ai pas pensé une seconde, ni à construire, ni quoi que ce soit. J'étais toujours rue de la République. Et les 3 Olympiades que j'ai fait, mes chevaux étaient rue de la République. Et un jour, mes maçons, j'étais toujours en train de faire réparer, agrandir un peu. Mes maçons m'ont dit, mais Marcel, pourquoi vous ne construisez pas une écurie? Et donc l'écurie à droite, en haut, c'est la première écurie que j'ai construite. À droite, c'était le seul terrain qui était le terrain à bâtir à l'époque. Et voilà, j'ai monté mon écurie de 20 box, un petit manège, mais mes enfants avaient 12, 13 ans. Donc ça s'agrandit vite. Et moi je continue à monter. Un jour, je me retrouve sur un terrain de concours. Et un monsieur vient me voir, il me dit, je voudrais vous donner mes chevaux à monter, ce concours, à Château-Lavanière. Moi j'avais des clients avec moi, enfin bref, j'ai dit si vous voulez. Il me dit j'en ai 2, je vais les donner tous les 2 dans le Grand Prix. Bon, et je gagne le Grand Prix, je suis premier deuxième. Mais est-ce que dimanche prochain vous pouvez monter à Nantes? Il me dit, oui. Il me donne 2 autres chevaux, je regagne le Grand Prix. Après, il me dit, on va à Fontainebleau, au Grand Parquet. J'ai un bon cheval, je vais vous le donner à monter, Covadis, le cheval avec qui j'étais au jeu. Et je gagne le Grand Prix à Fontainebleau. Et il y a un monsieur qui vient me voir, de la fédération, personne ne me connaissait, hein. Je suis le petit bonhomme du coin là. Et il me dit, ça vous intéresse d'aller à l'étranger? Ben oui, pourquoi pas. Il me dit, j'ai une place avec Aix-la-Chapelle. Je ne sais même pas où c'est, j'ai jamais entendu parler de ça. Et c'est le plus grand concours du monde. Mais moi je ne connais pas. Je suis vraiment le petit gars du coin. Petit gars de Boleron, on appelle ça maintenant. Et je suis parti avec Aix-la-Chapelle, avec les coéquipiers, Hubert Parot, mon beau-frère, le commandant Durand, Doriola, les grands noms de l'époque, Jeannot Lefebvre. Et j'arrive avec Aix-la-Chapelle, je gagne 2 épreuves. Donc ça m'a fait monter en flèche. Après, j'ai été, comment dirais-je, sélectionné pour aller dans tous les concours. Parce que normalement, il faut faire des sélections, il faut faire des preuves. Mais chaque fois que j'allais dans un concours, je gagnais. Donc, il n'y avait pas photo, quoi. Personne ne disait rien. Quand je suis allé à Mexico, je l'ai appris dans l'équipe. J'aime bien regarder l'équipe. Et je vois que je suis qualifié pour aller aux Jeux olympiques en 67. Avec Doriola et Jeannot Lefebvre. Il y a un autre collègue qui me dit, comment toi tu vas là-bas? J'arrivais depuis 2 ans. Hein. Ben, je ne suis pas au courant, dans le journal.
Et je suis parti à Mexico en 67, les Jeux olympiques. On a fait un stage à Font-Romeu d'1 mois avant. On est parti là-bas parce qu'il y avait l'altitude et tout ça. Et puis 1 an après, je me retrouve donc aux Jeux olympiques à Mexico. C'est les plus beaux jeux que j'ai faits. Parce que ils sont sympas. Le Mexicain, il est nature. Ça va vraiment bien avec les Latins. Et ils nous aiment beaucoup d'ailleurs. Et à l'époque, c'est pas gardé comme maintenant. Il y avait des gens même dans les anneaux olympiques, parce que le stade était plein, 80 000 personnes. Dans les anneaux olympiques, il y avait des gens qui grimpaient pour voir. Aujourd'hui, vous ne pouvez plus, c'est terminé. Et ça, c'était en 68. Et on est revenu avec une médaille d'argent. Et je suis venu donc, j'étais invité ici à la mairie, avec M. Le Sourd. Le fief de Marcel Rosier, Bois-le-Roi. Son club est parmi la 50aine de chevaux qui lui sont confiés à l'entraînement. Bayard de Maupas, dont le propriétaire, Paul Bruninck, un exploitant agricole, a découvert les qualités à l'âge de 4 ans. 3 ans plus tard, il était champion de France. Élevé en Normandie, Bayard de Maupas est fils de Nikio, qui a donné de nombreux chevaux de compétition. Chaque jour, Marcel Rosier passe 5 à 6 heures à cheval. Et une bonne partie de ce temps est consacrée au champion numéro 1 de l'écurie. Et voici le grand départ pour Montréal. Bayard de Maupas s'embarque le premier avec ses coéquipiers. Rivage, Belle de Mars, Un Espoireux, Béarn et Tic. 4 seulement partiront dans l'épreuve par équipe, selon le règlement. C'est à plusieurs milliers de kilomètres de Bois-le-Roi que tout se joue. Christiane Rosier tremblait trop pour assister aux épreuves du haut des tribunes de Montréal. Elle a préféré vivre le grand suspense devant sa télévision. Et croyez-moi, mieux valait ne pas prononcer un mot. Jusqu'au moment où les clameurs du stade sont venus récompenser le travail et l'esprit d'équipe de nos cavaliers. Une victoire de plus pour Marcel Rosier, mais la plus belle après la médaille d'argent de Mexico en 1968. Les victoires, les honneurs, tout cela n'a pas tourné la tête de l'homme simple qu'est Marcel Rosier. Palefrenier à ses débuts, jockey quelque temps, puis très vite champion d'obstacles, et avant tout homme de cheval, amoureux de la nature et père de famille. Sa plus grande joie, Marcel Rosier l'éprouve lorsqu'enfin de retour chez lui, il parcourt la forêt de Fontainebleau, avec Bayard de Maupas bien sûr, mais aussi avec les 2 plus grands de ses 3 fils, qui déjà promettent d'assurer la relève. Ce qui est amusant, c'est que 40 ans après, mon fils qui est à cheval avec moi, là, il est médaille d'or à Rio. Alors, justement, incroyable. est-ce que vous pourriez
dire quelles sont, à votre avis, les qualités, justement, qu'il faut avoir pour devenir champion. Voilà, comment on devient champion, quels sont ces... Comment c'est difficile. Il faut avoir un bon cheval, j'imagine, déjà. Comme ça, il y a Oui, un repas. oui, mais enfin, c'est ce que les gens disent, les gens qui montent à cheval. Si jamais avec un bon cheval, on peut aller au jeu, c'est pas vrai. Je vous l'ai dit tout à l'heure, il faut être deux. Hein. Il faut l'amener, c'est une confiance, pas en faire de trop, juste ce qu'il faut, l'avoir en confiance. Enfin, c'est un tout. Des horaires pour le travail. Il faut que le cheval, il faut en faire vraiment un ami. Je vois, j'ai un vieux cheval qui appartient au roi du Maroc, qui est chez moi, que Kébir a eu. Il est vieux, il a 17 ans. Eh bien, il sait à l'heure où il va aller dans le pré, il sait quand on va aller le chercher. On a l'impression que pour lui, la machine est là, à l'heure où on doit manger. Et c'est pareil pour faire le sport, pour le concours, c'est pareil. Moi, je vois des gens qui montent en concours, qui traitent pas très bien leurs chevaux, bien le cheval s'en rappelle. Faut pas, un coup de bâton mal placé, il s'en rappelle. Donc, mais après, je pense qu'il y a la gestion du cavalier, le savoir, c'est difficile à dire, mais on ne sait pas tout. Comme dirait Jean Gabin, maintenant j'ai 85 balais, je croyais que je savais, je sais toujours pas. Mais c'est vrai, c'est la vie. C'est la vie. Mes enfants, c'est dans les gènes. Parce que je ne peux pas dire que mes enfants, je les ai fait travailler. Ils ont travaillé un peu avec mon beau-père, la base. Mais après, la compétition, on regarde, on se met avec les autres. C'est comme un nageur, c'est comme un coureur, c'est comme un grimpeur. Ça se transmet. Bon, il y a l'école au départ, mais dès l'instant où on est un peu doué, il faut exploiter ça. Si on est doué, il faut l'exploiter. Il ne faut pas non plus griller les étapes. Et moi, c'était très vite pour moi parce que je suis peut-être tombé dans une époque où il n'y avait pas... C'était très réservé aux militaires à l'époque. Dans un concours, il y avait 50% de militaires. Et après, les privés, les civils sont arrivés, il y a eu moins de militaires, et maintenant, on ne les voit plus qu'en concours complet d'ailleurs. En compétition, en concours, très peu. Mais bon, c'est comme ça. Et je ne veux pas dire que j'étais meilleur que les autres, mais je crois que j'ai su, je vais faire une différence avec mes enfants. Souvent, j'ai envie de leur dire, fais pas ça, fais pas ça, mais avec ces enfants, on peut pas parler. Hein. Parce que vous leur dites, va à droite, ils vont à gauche. Comme ça. Non, mais c'est pas... souvent, je leur dis, tu ne devrais pas le prendre comme ça, ce cheval. Oui, ça va. Bon, ben, on n'en parle plus. Comme ça, on se fâche avec personne. Mais c'est pas évident. Parce que je voudrais leur empêcher de temps en temps de faire des erreurs que moi, j'ai fait. J'avais personne pour me le dire. Moi, j'étais tout seul. Je regardais. J'ai tout appris en regardant les autres. Je n'ai pas eu vraiment de professeur. On avait un entraîneur, mais chaque fois, ça se passait bien. Je n'avais pas de problème. Et moi, l'entraîneur que l'on avait lorsqu'on est allé à Montréal, c'est Dorgex, qui habitait Bois-le-Roi avant. Dorgex habitait au château en face, là. Il avait des chevaux dans le château en face, là. Vous ne saviez pas ça, hein? Dorgex, c'était un crack, c'était un fantaisiste. Il était capable, et il faisait de l'avion, à l'envers, il faisait un peu de tout. C'est un artiste, vraiment un artiste. Et il était notre entraîneur pendant 4 ans, et lorsqu'on est médaillé d'or, il était bien sûr avec nous. Mais moi, quand je suis rentré sur la piste, il m'a dit, bon, tu fais comme tu veux, tu changes rien. Parce que, c'est vrai, il savait sentir les gens. Parce qu'il y a des gens, faut les laisser faire un peu d'eux-mêmes. Mon fils est allé, il y a 3 ans, il y a 4 ans maintenant, lorsqu'on était au Brésil, moi j'étais là, je l'ai vu, il n'y a pas de mots, on ne peut rien dire. Il est sur son cheval, il est en train de se concentrer, il suffit que je dise un mot qui ne lui plaise pas, il peut se braquer et on va le transmettre au cheval, et tout ira mal. Il faut laisser, son erreur, on la trouve tout seul. Il faut le laisser faire. Et c'est quand même beau pour la famille, parce qu'on est la seule famille à avoir 2 médailles d'or dans la même discipline. En France. Voilà. On prouve que Bois-le-Roi, par l'intermédiaire du cheval,
est connu vraiment par des... Je vous jure que j'ai pu organiser le derby, que beaucoup de gens ici ont connu, et j'ai amené quand même le grand monde du show business, quoi. Gaufret, Maxime Le Forestier, comment il s'appelle, Jean Rochefort, bien sûr. Jean Rochefort. Oui, voilà, Gaufret. Ouais. Et derrière, c'est Maxime Le Forestier. J'ai amené quelques coupes. J'ai amené une coupe que j'y tiens beaucoup. J'ai gagné avec cheval avec laquelle j'ai gagné à Mexico en 68. En 69, j'ai gagné le Grand Prix à Monaco, à Nice. C'était le Grand Prix de Monaco. Et la coupe m'a été remise par Grace Kelly. Et la fille qui est derrière elle, c'est Caroline. Et la coupe, c'est celle-ci. Des coupes, j'en ai gagné beaucoup, mais certaines, je ne sais pas pourquoi, elles ont un petit plus. On les garde, mais celle-là, je crois, un jour j'avais compté, j'étais un peu plus de 1000 coupes. Mais bon, j'en ai mis dans les bureaux chez moi un peu. Il y a des coupes qui ne sont pas terribles. Elles rouillent. Alors ça m'est tombé dessus. Je ne voulais pas du tout être entraîneur. Et j'avais beaucoup d'élèves qui réussissaient en concours. Et un jour, la fédération me dit « Ah, il faut que vous preniez le poste d'entraîneur ». Moi, j'étais jeune, hein, j'avais 45, 46 ans. Et j'ai dit non. Et puis un jour, ils m'ont pris par les sentiments. J'ai dit « Ok, mais pas longtemps. 1 an ou 2. » Et je suis resté 12 ans. Donc j'ai fait le tour du monde. Ça, j'ai fait le tour du monde. Plein de pays que je ne pensais pas aller là. J'ai serré la main à tous les présidents de la République depuis De Gaulle. J'ai pas que serré la main, j'ai mangé avec eux. Le général de Gaulle, on était invités en 68, tous les médaillés à l'Élysée, et à table, nous étions, je crois, 18. Que des sportifs de haut niveau qui avaient gagné aux Jeux Olympiques. Et lui, il était très ami avec Guatchel. Il adorait Guatchel. Elle était assise à côté de lui, il prenait par l'épaule, tout ça. Et ensuite, on est allé prendre un café, il a offert un café dans le salon, à l'Élysée, bien sûr. C'est pas un petit salon. Hein. Mais très gentiment. Et c'est là où il me dit, vous êtes le fils de Joseph Rosier. Je dis oui. Il me dit, c'était mon ordonnance à cheval. Comme ça. Ça fait plaisir. Et ma femme, au jour de l'an, lui a envoyé les vœux au général de Gaulle. Et il m'a répondu sur une petite carte, je crois que c'est du parchemin, écrit de sa main, pour me remercier. Enfin, ça fait toujours plaisir. Après, j'ai eu Pompidou, donc dans l'ordre, c'était quoi? Giscard? C'est ça? Il ne faut pas vous souhaiter. Giscard, après, bon, par contre, Chirac, j'ai connu bien Chirac parce qu'il était maire de Paris, et moi j'étais entraîneur, et lorsqu'ils ont fait le Grand Palais à Paris, le Bercy, et il avait dit, Chirac, que les 2 priorités de sport, ce sera le cheval et le vélo, parce qu'il y avait Trontin et Morellon qui gagnaient tout, c'est en tandem, et ils se plaignaient qu'ils n'avaient pas de piste pour s'entraîner. Ils ont fait une piste, donc, où ils ne sont jamais allés d'ailleurs. Mais c'est comme ça. Et puis, moi, j'étais allé pour le cheval. Les Jeux Olympiques, ça vous permet de voir tellement de gens différents. Dans le sport, je parle. C'est formidable, je trouve, parce qu'on est quand même tous dans la même cantine. Il y a 20 000 personnes qui viennent manger en même temps. C'est génial pour ça. Et j'avoue que j'ai connu quand même des gens vraiment formidables. Alors, à part les présidents de la République, j'ai voyagé beaucoup. J'ai même serré la main à Kadhafi. Vous rigolez. Et vous faisiez peur. Il m'a serré la main. Parce qu'il arrivait à cheval. On était en Libye. Il a organisé un concours. Et
Mon fils, il devait monter là-bas, Philippe, et il était militaire. Et à cette époque-là, il y a eu 3 otages, 3 journalistes qui ont été coincés à l'aéroport à cette époque-là. Mon fils était militaire, donc il n'a pas pu partir. Et c'est moi qui montais ses chevaux là-bas. Et j'ai serré la main à Kadhafi. Il est arrivé, non, il fallait voir, il arrivait à peu près 20 km à cheval. Tout le monde courait derrière et criait Kadhafi, Kadhafi, Kadhafi. Il arrive dans le truc. Et un jour, il y a un Libyen qui a gagné l'épreuve. La foule est rentrée sur la piste. Ils ont levé le cheval avec le gars dessus. Non, c'est des pays incroyables. Je suis allé aussi à... Bon, j'abrège parce que sinon ça sera trop long, mais je suis allé aussi au Shah d'Iran. En Iran. Il y avait un concours là-bas où j'avais été invité. Et ils prenaient en principe 1 ou 2 cavaliers par nation. Depuis une dizaine d'années, j'allais tous les ans au Qatar, les Émirats. J'y suis allé au mois de février cette année, parce qu'ils vont faire une nouvelle ville dans le désert. Et j'étais invité par un monsieur que je connais bien. Et j'ai rencontré, qu'est-ce que j'ai vu? Sarkozy. J'ai vu tous ces gens, parce qu'ils vont monter une nouvelle ville. Donc, c'est incroyable ce qu'ils vont faire, parce que pour le moment, il n'y a que des rochers. Et ils ont fait le projet, enfin les photos, tout ça, ça sera magnifique. Mais bon, c'est pour dire que j'ai eu la chance de rencontrer ces gens, mais on est tout petits à côté. Mais en réalité, ils sont comme nous. Alors le roi du Maroc, alors ça c'est encore une autre histoire. Le Maroc, un jour, je rentre de concours, et il avait un de ses cavaliers qui montait chez moi, qui s'appelait Hamid. Il me dit, Marcel, il faut que tu viennes demain, Sa Majesté, Hassan II, il veut faire du cheval avec toi. Ben, je dis, moi je peux pas. Donc, je suis 33 rue de la République, là. Hein. Il me dit, mais non, il faut que tu viennes, tu peux pas refuser. Ben, moi j'ai mes clients, mais j'ai des rendez-vous. Tout. Non, il faut que tu viennes. Bon, je dis oui. Et à l'époque, les douanes, c'était compliqué. J'arrive à Orly, il y a quelqu'un qui me prend à Orly. J'arrive à Rabat, on m'a pris avec mes valises, j'ai passé devant tout le monde. On m'a mis dans un hôtel. Comment il s'appelait? Maintenant, c'est le Sofitel. Enfin bref. On m'a donné une suite, et je suis tout seul là. Et j'attends, il n'y a pas de téléphone à cette époque-là. Hein, Et on me dit demain matin à 7h30. Bon, je m'habille, demain matin, 7h30, je suis dans le hall, j'attends. Téléphone sonne, non, monsieur Rosier, on vous demande. Ah, Sa Majesté aura un peu de retard. Ah, bon. 8h, ça ressonne. Ah, Sa Majesté aura un peu de retard. Jusqu'à 11h comme ça, 11h, il me dit, je ne peux pas monter. Il n'a pas le temps. Il ne peut pas, il est occupé. Bon. On me dit demain. Mais moi, j'étais parti que pour une journée. Le lendemain, rebelote, pareil. Je ne vais pas monter. Et je vois, je raconte des histoires comme ça parce que ça vous arrive un peu à tout le monde, ça. Mais je vois un monsieur, je dis, mais on se connaît, un ancien cavalier de chez moi, qui est dentiste à New York. Il s'appelle Rosen. Je dis, mais qu'est-ce que tu fais là? Et il me dit, je suis venu soigner le roi. Et alors, il n'y a plus mal aux dents, je repars. Il me dit, toi, je suis venu monter à cheval, mais il n'a plus le temps, je repars aussi. Donc, on est repartis tous les deux à Paris. C'est des histoires incroyables. 10 jours après, rebelote. Le gars m'appelle, il faut me dire, Sa Majesté, il s'excuse pour le jour, mais ça c'est sûr. Demain, vous montez. Ah bon, on monte demain. J'y vais. Et il m'avait envoyé 2 ou 3 cavaliers ici. Et il y en avait un, c'était impossible. Il n'était jamais là, il n'avait rien à foutre. Il se couchait à 5h du matin, le matin, il n'est pas là, et je l'ai viré. Et à l'époque, il y avait Colombo à côté, là. Je l'ai envoyé là-bas. J'ai dit, tu mettais 2 choix là-bas, je peux te voir. Mais le roi, il l'a su, bien sûr. Et quand je suis allé là-bas, ils m'ont invité. Dans les invités, on n'est pas plus de 10, 12. Mais personne ne sait qui va venir. Il y a Sa Majesté, un invité. Donc c'était moi. J'arrive, il me donne son cheval à monter, ils enlèvent la couverture, il y avait des diamants partout, ils enlèvent la couverture. Et il me dit, je vous offre mon cheval à monter. Et il appelle le gars que j'avais viré, il s'appelle Fikri. Fikri, je vais monter votre cheval. Donc il n'a pas dit un mot, il a monté son cheval. Et on a fait une balade d'1 heure. Quand on est rentré,
Il m'a dit comment il faudrait le monter, il faut travailler comme ci, comme ça. Mais je ne parle pas du tout du cavalier. Il est rentré, il a dit au cavalier, votre cavalier n'est pas dressé. Maintenant il va aller dans mon écurie, c'est moi qui vais le monter tous les matins. Il n'a jamais revu son cheval. C'est comme ça. Et après, je me suis retrouvé, et dans la promenade, il y avait son fils qui est roi aujourd'hui. Mohamed VI. Donc il avait 16 ans, 17 ans à l'époque. Donc je connais la famille depuis plusieurs années quand même. Voilà. Et puis un jour, il m'a envoyé le cavalier que j'ai maintenant, qui s'appelle Kébir Ouadar. Il est black, super gentil. Il a une chambre chez moi, enfin bref, ils ont une écurie là. Et il m'a dit, je vous l'envoie. Et le roi m'a invité, ils ont une propriété à Senlis, à Betz exactement, au château. Et un jour, il m'a invité, j'ai déjeuné avec lui, tout ça. Et je lui ai dit ce qu'il fallait pour réussir, quoi. Il faut trouver un bon cheval, tout. Il dit, vous avez le feu vert. Donc j'ai trouvé un cheval, le premier. Le premier cheval, on est allé courir le Grand Prix de Monaco. Il est 3e dans le Grand Prix de Monaco. Comment il s'appelle le prince de Monaco Albert. Prince Albert prend son téléphone, appelle le roi il est sur son bateau. C'était la fête. On était les rois, nous. On était le 3e, on est sur le podium, c'est beau. C'est très, très, très difficile. Après, je lui rachète un autre cheval, donc Quickly, qui devient le meilleur cheval du monde, il y a 3 ans. Et il a participé aux championnats du monde, Jeux mondiaux et Jeux olympiques, avec le cheval. Donc je suis un peu privilégié. Et là, justement, cette semaine, je pars au Maroc. Ça, c'est le roi qui m'invite. Et je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, mais c'est pour vous dire que si on est gentil avec les gens, ils sont gentils avec vous, en gros. Il m'invite, mais vous reposez une dizaine de jours, je vais être dans un hôtel, j'ai un chauffeur du palais, il n'y a aucun problème. Donc, je le dis parce que ça fait plaisir de travailler avec des gens comme ça aussi. Voilà. Bon, ça, c'est le haras lorsque je l'ai construit. J'avais fait cette porte là, avec le mur. Et j'ai fait des paddocks là, pour mettre les chevaux un petit peu au repos, en liberté. Et dans le fond, il y a une carrière là-bas. Quand j'ai monté la première écurie, elle est dans le fond, de l'autre côté là-bas. C'est la première écurie. Et celle-ci devant, elle a 32 ans. Déjà 32 ans. Et j'ai organisé le derby. C'est une idée que j'avais eue, que j'avais repérée en Angleterre, à Exted. Il y avait un derby qui était fabuleux, tout le monde venait, et ça m'avait plu. Alors j'ai voulu en faire un ici, mais alors j'ai eu des gros problèmes parce que la fédération ne voulait pas, il fallait faire une butte, fallait... Ah, ça c'est la Syrie. Il est où? C'est chez toi ça? Les box là. Oh là, ça c'est vieux. Non, c'est les fans là. C'est là? C'est au fans ça? Oui, c'est cette année ça. Non. Mais tout ça, je l'ai construit petit à petit. J'ai la chance de, comment dirais-je, de faire beaucoup de commerce de chevaux, de compétition. Je les ai achetés à mes clients, je les préparais et on les revendait. Donc, et là-dessus, j'avais un bénéfice et c'est ce qui m'a permis de construire tout ça. Parce que moi, je ne suis pas arrivé ici avec une cuillère en argent, je suis arrivé avec ma 4 chevaux. Il fallait que je me démerde. Voilà. Oui, là, ça représente les 7 hectares et demi. Ici, oui. Ouais. Les fêtes que j'ai organisées, là, le derby, a amené beaucoup, beaucoup de monde à Bois-le-Roi. Mais vraiment beaucoup de monde. Beaucoup. Pourquoi ça a été arrêté? Et après, je l'ai arrêté parce que j'avais plus la place pour loger les camions. Parce que les cavaliers, maintenant, viennent avec 2 chevaux et un grand camion. Il faut des hectares. Hein. Il y a une dame. Justement, votre grande butte, là, pourquoi vous l'avez... Je l'ai enlevé parce que j'ai construit la petite écurie qui est là-bas. D'accord, c'était l'histoire d'espace. Oui, uniquement. Mais je voulais la garder en souvenir, mais je ne pouvais pas. Oui, parce qu'elle était spectaculaire. Et ça, c'est mon beau-père qui l'avait faite, ce paro, avec les moyens du bord. On l'a fait avec des poteaux télégraphiques sur les côtés pour tenir la terre. Enfin, c'était compliqué. Hein. Et puis un jour, il y a les taupes qui se sont mis là-dedans. Elles m'ont tout relevé. C'était un drame. Il a fallu faire venir un taupier, non? Non, mais plein d'histoires là-dessus, c'est très marrant. Et après, donc dans le manège, j'ai organisé des concours dans le manège.
Et puis après, m'est venue l'idée d'organiser les ventes aux enchères. Parce qu'à Fontainebleau, moi je connaissais très bien le Grand Parquet, et il y avait des problèmes, les étrangers ne voulaient plus venir acheter à Fontainebleau, parce que le Français était un mauvais vendeur. On ne veut pas le vendre maintenant, on lui doublait le prix parce qu'on lui demandait, enfin bref, il y avait des vrais problèmes. Ils ne voulaient plus venir, des gens que je connaissais bien. Je me suis dit, il faut organiser une vente aux enchères le soir. Ils vont venir l'après-midi à la grande semaine de Fontainebleau, et ils viendront le soir chez moi. Donc j'ai créé une société avec des associés qui sont tous dans le cheval, qui ont tous un établissement. Il y a un breton, il y a un normand, il y a un peu tout ça. Et on a créé ça il y a 31 ans maintenant. Et ça a toujours bien marché. On ne fait pas fortune avec ça, mais ça fait marcher le commerce pour les éleveurs. Les éleveurs, ça les encourage à avoir des poulinières. Nous, on va les sélectionner, on fait venir le vétérinaire qui regarde s'il est bien, s'il est en bonne santé, pour que l'acheteur ait une garantie, et après on le vend aux enchères. Voilà. Moi, je suis un fidèle. J'ai le même plombier, j'ai le même voisin. Non mais c'est vrai, je suis un fidèle. J'ai le même marchand de paille, j'ai le même depuis 40-50 ans. Henri, qui est plombier, c'était son père qui était chez moi avant. Parce que je suis un fidèle. J'aime pas. Quand j'ai un problème, je vais en face, je dis ça va pas. C'est tout. Et je pense que ça sert dans la vie, non? Non. Merci. Merci beaucoup.